13h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la 48e réunion du Conseil de ministres. Le contrôle systématique des documents et titres de voyage pour faire face aux menaces terroristes, c'est l'un des points débattus au cours de ce Conseil des ministres du vendredi 20 juin. Je vous le disais, présidé par le chef de l'État, Noëlla Ayenganagato, ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, nous fait le compte rendu. Face à la recrudescence des menaces sécuritaires liées à la mobilité transnationale des groupes terroristes, le président de la République tient au renforcement du contrôle des documents et titres de voyage qui apparaît comme une priorité majeure pour tout État soucieux de garantir la sûreté de son territoire. L'expérience des dernières années démontre que la falsification, la contrefaçon ainsi que la fraude documentaire constituent des leviers privilégiés pour l'infiltration des personnes radicalisées à des fins criminelles. Dès lors, a-t-il insisté, la vérification rigoureuse de l'authenticité des passeports, visas et autres titres de séjour devient un impératif sécuritaire majeur. Dans ce cadre, le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié le mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Par ailleurs, un groupe de 7 pays, dont plusieurs en Afrique, se voit imposer des restrictions partielles de visa. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives, concrètes, pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain. Ce qui pourra affecter naturellement les échanges universitaires, la mobilité estudiantine et le développement économique. Au regard de ce qui précède, il a appelé une mobilisation gouvernementale rapide et crédible pour éviter des conséquences diplomatiques et économiques lourdes. Dès lors, sous la supervision de la Première ministre, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, ainsi que tous les services concernés à prendre des mesures idoines ci-après. Renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité et passeports avec des normes biométriques et anti-falsification. Améliorer la lutte contre la fraude au visa à travers notamment la vérification rigoureuse, les bases de données sécurisées et la coordination diplomatique. Accroître la collaboration dans les procédures de rapatriement, notamment en acceptant promptement les ressortissants en situation irrégulière dans les différents pays. Fournir un plan d'action crédible montrant l'engagement du gouvernement à corriger les lacunes identifiées et à renforcer le contrôle des documents et titres de voyage pour participer à la défense du territoire national, à la protection des populations ainsi qu'à la préservation de la stabilité régionale et internationale. En nouvelle, sachez que le sommet de Rome consacré au plan Mattei et global au Gateway qui a réuni plusieurs dirigeants africains et européens s'est achevé hier vendredi sur des engagements concrets. 5 accords majeurs ont été annoncés par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen pour un total de 1
1,2 milliard d'euros investis dans les secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture ou le numérique, des secteurs qui dessinent une vision ambitieuse de l'avenir du continent africain, une volonté affichée de construire les relations équilibrées et durables entre les deux continents. Images et commentaires, c'est à suivre dans nos prochaines éditions. Nous allons poursuivre ce journal. Le général Mozi Kainegouramba, chef des forces de défense du peuple ougandais, a eu une séance de travail avec son homologue congolais, le général Mbanza Mouilambwe Jules, chef d'état-major des FARDC. Ensemble, ils ont signé un mémorandum d'entente visé et actualisé sur les opérations conjointes contre les ADF et autres groupes armés locaux en Ituri et dans la province du Nord Kivu. Reportage. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Mbanza Mouilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans le territoire de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Mbanza Mouilambwe Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTM et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Après s'être entretenu avec le bureau de l'Assemblée provinciale et le caucus des parlementaires du Sankuru, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Louko, a instruit les leaders et responsables des formations politiques de cette province conformément à une des résolutions de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province à la stabilité des institutions provinciales. Bobo Anan Mokondi pour le reportage. Avec les leaders et responsables des formations politiques des Sankuru, les échanges ont porté sur la destitution du gouverneur Victor Kitenge par l'Assemblée provinciale ainsi que sur la pétition initiée contre le président du bureau de cet organe délibérant. Deux grandes questions qui déstabilisent les institutions au niveau de cette province. En sa qualité du patron des institutions provinciales, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, a rappelé à ses leaders et responsables politiques l'impérieuse nécessité de maintenir l'ordre public dans le strict respect des dispositions légales afin d'éviter tout déséquilibre institutionnel. Cette démarche menée par les patrons de la territoriale a permis d'aboutir à un consensus en faveur de la stabilité et du fonctionnement harmonieux des institutions du Sankuru. Nous sommes tous d'accord qu'il faut assurer le fonctionnement régulier de l'État, la continuité de l'État au Sankuru. Par ailleurs, les responsables des forces politiques du Sankuru se sont convenus devant le ministre Chabani de maintenir un climat de paix et de privilégier les dialogues comme principal instrument de gestion dans l'intérêt supérieur des populations du Sankuru.
Il est important de signaler que le même exercice a été répliqué en fin de soirée avec la province du Sud-Ubangi, où les responsables des formations politiques représentatives de cette province se sont également convenus autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de favoriser la stabilité institutionnelle. Autre nouvelle, toujours en rapport avec les activités du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui séjourne depuis cet avant-midi à Kisangani de la province de La Chopo. Sur place, le VPM va présider la cérémonie du rituel de réconciliation devant sceller la cohésion sociale entre les communautés Mbolé et Lengola. Cette cérémonie qui s'annonce historique se tient à Osio, localité située à 17 km de la rive gauche du fleuve Congo au sud-ouest de Kisangani. Autre activité prévue pendant son séjour, il s'agit entre autres du lancement de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire à la base l'opération Ndobo, axée sur la lutte contre le banditisme urbain et l'inauguration des bâtiments des écoles de la police de Kapalata, allais-je dire. Nous y reviendrons avec force détail avec notre correspondante sur place, Fifi Mukundi. Nous allons poursuivre ce journal. Le corridor de Lobito, un modèle économique en gestation pour attirer les investisseurs. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Mbemba, a présidé une réunion de haut niveau pour la faisabilité de ce projet. Regardez. Les projets du corridor de Lobito, infrastructure régionale majeure visant à faciliter les transports et les commerces entre l'Afrique centrale et australe, franchit une étape décisive. Tenez, les vice-premiers ministres en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé aux côtés des ministres des infrastructures, Alexis Guizarro, une réunion de haut niveau consacrée à la définition du modèle économique des projets et au lancement de l'étude des préfaisabilités. Les discussions se sont tenues en présence des représentants de l'Union européenne, notamment les premiers secrétaires de la délégation de l'UE en RDC, William Lindbergh, ainsi que de l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Temelin. Des experts issus des différentes parties prenantes ont également pris part à la rencontre. On espère avancer le plus rapidement possible. C'est une priorité pour tout le monde, en fait. Donc, on est très engagé de le faire avec nos partenaires. Les résultats provisoires de l'étude de préfaisabilité sont attendus pour septembre, avant une version finale prévue en octobre. À cette échéance, les parties espèrent disposer d'un modèle économique définitif assorti d'un calendrier clair pour le déploiement opérationnel du corridor. Les corridors de Lobito, portés conjointement par la RDC, l'Angola et la Zambie, ambitionnent de devenir un moteur d'intégration économique régionale en facilitant les transits des minéraux et des marchandises depuis l'intérieur du continent vers les ports maritimes. Parlons toujours des infrastructures. Cette fois-ci, les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi peinent à avancer, selon le président du conseil d'administration de la régie de voies aériennes, RVA. Pour Trifon Kinke Moulumba, qui a tiré la sonnette d'alarme lors d'une mission d'inspection pointant le retard inquiétant sur plusieurs chantiers. Karen Kankolongo nous en parle. Malgré un financement conséquent de la Banque africaine de développement, les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi connaissent un retard inquiétant. Constat dressé par le professeur Trifon Kinke Moulumba, président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, à l'issue d'une mission d'inspection sur 3 sites aéroportuaires du pays. J'ai visité la piste, elle est à 95%, le tarmac, 95% réalisé. Mais les regards n'est même pas sorti de la terre. On a visité la tour de contrôle. Les travaux sont quasiment à l'arrêt. Il nous faut absolument qu'on sache pourquoi. Parce que Mbujimayi ne peut pas se trouver dans une telle situation. De retour à Kinshasa, nous allons interpeller les responsables.
Concernant la situation salariale des agents et cadres de la RVA, le PCA a promis de porter leurs revendications auprès des autorités compétentes dans l'espoir d'un dénouement rapide. Avant Mbuji-Mayi, Trifon Kinke Mulumba a effectué une visite à l'aéroport international de Loano pour évaluer les travaux de sécurisation du périmètre par une clôture. Sur les 21 km prévus, seuls 13 km ont été réalisés pour un coût global estimé à 7,5 millions de dollars américains. La visite s'est achevée par une réunion avec les personnels de l'aéroport de la Loano et les représentants syndicaux de la RVA. La 40e réunion de la 38e conférence annuelle du cercle de réflexion d'échange des dirigeants de l'administration fiscale a vécu à Kinshasa. La vice-ministre des Finances a clôturé le jeudi dernier cette conférence qui a glané un nombre important des participants venus de plusieurs pays africains. Les nouveaux défis, fiscalité environnementale et des ressources naturelles, fiscalité et genre et fiscalité internationale, c'est le thème de cette 40e Assemblée générale de la 38e conférence annuelle du Cercle de réflexion d'échange des dirigeants de l'administration fiscale, CREDAF, dont les travaux se sont clôturés jeudi 19 juin 2025 à Kinshasa et qui ont duré 3 jours. Plus de 20 pays et organisations ont participé à cette rencontre organisée par la Direction générale des impôts de la RDC en collaboration avec le CREDAF. Une rencontre qui a permis aux participants de jeter des bases pour une organisation efficace, comme l'a si bien dit le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Cette 38e conférence annuelle a été, sans contexte, un moment propice pour l'organisation fiscale de s'enrichir mutuellement sur les nouveaux défis fiscaux. Barnabé Mwakadi Mwamba, à qui le président du CREDAF, Ludovic Itoua, a passé le bâton de commandement, préside désormais aux destinées de cette organisation. Il a invité les responsables de l'administration fiscale à présenter leur candidature à l'accueil de la prochaine Assemblée générale pour doter le bureau exécutif du CREDAF d'un vice-président. Pour le secrétaire général du CREDAF, cette conférence sort de l'ordinaire. Une fiscalité intelligente, équitable et moderne est indispensable à la transformation de nos économies, à la réduction des inégalités, à la transition écologique et à l'atteinte des objectifs de développement durable. La vice-ministre des Finances a loué l'organisation des présentes assises du CREDAF et a invité au respect des défis et perspectives dégagés. Je formule donc le vœu que ces défis majeurs ainsi identifiés lors de ces travaux et les principales perspectives dégagées puissent être véritablement prises en compte pour révolutionner nos systèmes fiscaux. Des ateliers et colloques ont meublé cette 38e conférence du CREDAF qui s'est terminée sur une note gaie, la soirée de gala organisée par la Direction générale des impôts. Le projet transforme dans sa mission d'accompagner les petites et moyennes, les micro, petites et moyennes entreprises à initier un atelier d'identification des chaînes de valeur pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Les provinces du Kasaï oriental et du Congo central ont été choisis pour développer les potentiels agricoles afin de créer les centres des PME pour faciliter des acteurs butés à plusieurs contraintes, nous dit Mireille Ndeki. L'intégration de MPME dans le chaîne de valeur est cruciale pour leur croissance et leur contribution au développement économique. C'est ce qui justifie cet atelier organisé ce jour par le projet Transformant. Il était question, après une étude approfondie, d'identifier les chaînes de valeurs agricoles prioritaires à développer dans les villes de Mbuji-Mayi et les corridors du Congo central, et ce dans le but de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans les filières afin d'améliorer leur compétitivité. Occasion saisie pour les acteurs de présenter les initiatives compte tenu de chaînes de valeur adaptées à leurs provinces respectives. Les défis, ils sont énormes, à l'image du secteur agricole. Ce qu'on va essayer de faire avec les projets Transform, c'est de voir comment, au travers de l'initiative Centre de PME, essayer d'alléger les contraintes qui pèsent sur le développement de ces chaînes de valeur et aider aussi les acteurs à devenir compétitifs
accroître leur niveau de production et, in fine, lutter contre la pauvreté dans les zones de localisation de ces différentes chaînes de valeur. Le projet Transforme se dit prêt à les accompagner avec la création de centres de PME. Et c'est dans ce cadre-là que le projet Transforme, qui est à la suite des pas d'NPME, a jugé utile d'abord d'identifier les chaînes de valeur porteuses, d'essayer de comprendre quels sont leurs défis et quelles sont les opportunités, et aussi d'identifier parmi ces chaînes de valeurs-là les initiatives qui sont potentielles pour mettre en place les centres de PME. Il s'est de noter que cette étude va permettre de cibler les produits à fort potentiel de croissance et de définir le besoin spécifique à chaque chaîne de valeur. Parlons agriculture à présent. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, ne ménage qu'un effort pour la baisse du maïs sur l'étendue du territoire national. Nous allons parler tout d'abord à présent de cette récolte à Kanyama KCC, une activité présidée par le commandant du service national, le général-major Kassongo Kabwik. Les pouces levés en signe de victoire, la récolte a été plus qu'abondante. Le lieutenant-général, commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabwik, est plus que satisfait. Des montagnes de maïs à perte de vue, plus de 25 000 tonnes attendues, des dépôts saturés et une récolte qui ne faiblit pas depuis mars. Au cœur de cette prouesse agricole, le service national avec à sa tête le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui supervise personnellement l'opération. Les drapeaux nationaux hissés au sommet de cette moisson abondante n'est pas un symbole vain. C'est tout un message de souveraineté, de l'autosuffisance alimentaire et de la discipline dans la production. Ce qui se passe à Kanyama KCC est tout simplement incroyable. Un modèle à suivre pour l'ensemble du pays. En plus, Kanyama KCC, ce n'est pas qu'un centre agricole, tout un laboratoire de la Renaissance nationale. Grâce aux bâtisseurs, hier Kolona, aujourd'hui, utile pour une... Debout et de pair. Ceci dit, l'indépendance commence tout d'abord par l'autosuffisance alimentaire. Et Félix-Antoine Tshisekedi l'a bien intégré dans sa philosophie politique. La souveraineté se cultive. Au service national de généraliser ces modèles. Au chapitre de la santé, la deuxième édition des journées de Rotary pour la santé familiale et la lutte contre le VIH-Sida a été officiellement lancée. À Kinshasa, cet événement de grande envergure vise à offrir gratuitement des soins de santé à la population. Chimène Dondo pour le reportage. Engagé dans la prévention de la lutte contre la maladie dans le plus grand combat et l'éradication de la polio qui est éradiquée la surface, la planète Terre à 99,99%. La Rotary Club International étend sa lutte contre d'autres maladies à travers le groupe d'action RFHA. Au cours de la première édition, nous avons permis à 4560 bénéficiaires d'avoir accès aux services de soins de santé gratuits dans 8 zones de santé de la ville de Kinshasa. Et cette deuxième édition, avec cette deuxième édition, nous envisageons atteindre 9000 bénéficiaires. Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour créer un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Cet événement humanitaire dont la vocation est de couvrir toute la République démocratique du Congo est à sa deuxième édition qui est lancée ce vendredi 20 juin 2025 à Pakadjouma, qui sera clôturé le 29 juin prochain. Cet événement vise à offrir gratuitement, via la campagne annuelle des services de soins de santé, contre un certain nombre de maladies à des populations qui n'ont généralement pas accès aux services de soins de santé à cause de nombreuses barrières géographiques, financières et autres. La journée de Rotary pour la santé de la famille rassemble le médecin, infirmier, volontaire et autres professionnels de santé pour fournir de consultations médicales, de soins de prévention ainsi que de traitement de maladies courantes.
Commémoration 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, les Lions Club Bunia aux cheveux des malades d'Emo Dieu, une campagne de consultation et d'opération de remise gratuite de lunettes a été lancée le jeudi 19 juin à Bunia. Projet Bunia Cataracte, une campagne de consultation des opérations de cataracte et remise gratuite des lunettes a été lancée à Bunia le jeudi 19 juin courant. Plus de 100 personnes, tous âges confondus, sont attendues à cette campagne au cours de laquelle 200 paires de lunettes seront remises, financées par les membres de Lions Club Bunia. Cette campagne a mobilisé 4 médecins spécialistes de l'hôpital général de Bunia, du centre médical évangélique de Nyakoundé et des aides-visions qui prennent en charge les malades venus de différents coins de la province de l'Ituri. Siméon Kassereka est président de Lions Club Bunia, explique les pourquoi de cette campagne. À l'occasion de la 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. C'est pourquoi nous nous sommes dit nous allons organiser cette activité qui entre aussi dans les cadres de 8 priorités des Lions Club au niveau international. Bon, pour cette fois-ci, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas comme l'activité de diabète de la fois passée où ça ciblait seulement les personnes âgées de plus de 40 ans. Cette fois-ci, c'est tout le monde. Donc, les petits-enfants jusqu'aux personnes de 3e âge. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à l'âge. Le président Lions Club Bunia lance un appel aux hommes de bonne volonté de leur emboîter les pas pour continuer à aider les nécessiteux. Les sinistrés des dernières inondations causées par les pluies diluviennes vont bientôt retrouver leur domicile. Ainsi, en a décidé le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, au cours d'une visite d'évaluation des conditions de vie de ces sinistrés avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis en poste à Kinshasa. Reportage. C'est en compagnie de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en poste en République démocratique du Congo, Dr Hanan Othman Barout El Baroudi, que le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué cette visite sur le site des sinistrés des récentes inondations logés dans l'enceinte du stade Tata Raphaël. Cette descente du premier citoyen de la ville de Kinshasa a eu pour but d'évaluer et de s'enquérir personnellement des conditions de vie des sinistrés dans ces sites d'hébergement d'urgence. Daniel Bumba Lubaki a tour fait la ronde d'une pièce à une autre. Au cours de sa visite d'évaluation, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa a échangé avec les sinistrés logés sur place. Occasion pour le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, de les rassurer de leur retour dans les jours à venir dans les domiciles respectifs. Pour l'heure, il est question d'évaluer toutes les modalités des sorties, a-t-il souligné. Entre-temps, un travail en commission et sous-commission a été préconisé et mis sur pied par l'autorité urbaine de Kinshasa pour une durée d'une semaine. C'est dans le but de trouver la marche à suivre et d'assurer un retour en toute quiétude et sécurité des chaque sinistré. Et pour terminer, nous allons nous rendre dans la province du Haut-Katanga où le président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Lukulassi, a visité les entités de l'INPP au Katanga il a fait un bon constat. Regardez. C'est une lecture positive de l'honorable Jean-Marie Lukulassi sur les ouvrages inaugurés à Kolwezi par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et exhorte les différents gouverneurs d'emboîter les pas de la gouverneure Fifi Masuka Saini. J'ai été impressionné par Madame Fifi, par l'amour qu'il a pour là-bas. Nos gouverneurs doivent mettre leur intelligence pour créer des choses L'honorable président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Lukulassi, n'est pas resté indifférent des travaux de construction à l'INPP au Katanga et Lualaba. Je pense que ce sera l'unique bâtiment où il y a centre de formation en Afrique, parmi les meilleurs bâtiments en Afrique. En tout cas, je dis bravo au conseil d'administration qui dirige, je dis bravo aussi à la direction générale. Je profite de l'occasion pour saluer Godefroid Chimangala où il est. Bravo à toute l'équipe, hein. On a fait du travail, aujourd'hui on a un résultat. Je profite de l'occasion pour féliciter le DP là-bas, et le meilleur DP de l'histoire, Joël. Il sied de savoir que le G24, sa structure de lutte contre le banditisme, sera implantée sur l'ensemble du territoire national suite à l'implication du ministre national en charge de l'Intérieur. Son implantation à Kolwezi
est imminente. Ainsi s'achève cette livraison de l'actualité de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Un grand merci à Alain Galia, JR Diakiadi, à Chimène Dondo qui ont assuré la partie technique. Un journal coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazo. L'information continue sur nos ondes. 19h Paulette Lomba, 20h Sandra Yangitabou. Au revoir et à la prochaine.